Merci de nous avoir rejoints. Alors vous l'avez entendu, hein, dans la bouche de Paul Ariès, le mot travail est associé au labeur, à la souffrance. Bon, d'ailleurs, c'est vrai que c'est l'origine, hein, l'origine du mot, c'est ça, hein, c'est le latin. C'est ça, tout à fait, oui, oui. Tripalium, voilà. Tripalium. Je prends pour mes notes. L'instrument de torture. L'instrument de torture. Alors, est-ce que pour vous tous, pour vous trois, est-ce qu'il s'agit d'un labeur, d'une souffrance, ou au contraire, quand même, d'un épanouissement et d'une richesse? Les deux. Qui veut commencer? Deux. Ah oui, ben voilà. Clairement les deux. Alors, l'étymologie nous dit des choses, hein, 12e siècle, tripalium, etc., etc. Après, moi, ma thèse, c'est qu'on a aujourd'hui 3 couches dans le travail, 3 couches de significations différentes qui ont été en quelque sorte déposées à travers les siècles. Au XVIIIe siècle, en effet, c'est le travail comme émancipation. Donc ça veut bien dire, vous êtes d'accord avec Paul Ariès quand il dit que le travail est une notion récente? Bien sûr, le travail est une notion très, très récente. C'est-à-dire que moi, il me semble que c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on prend un certain nombre d'activités et qu'on les rassemble sous le terme de travail. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi on les met ensemble. On les met ensemble comme ces activités qui permettent de faire autre chose, ou qui sont le moyen en vue d'une autre fin. Adam Smith nous dit, c'est ce qui permet d'avoir une production, une grosse production. Donc là, à l'époque, on est encore dans l'artisanat, les métiers, les tapissiers, les boulangers, etc. Oui, et Smith nous dit, et toute l'économie classique va nous dire ça ensuite, encore aujourd'hui, le travail, c'est une peine, une souffrance, une désutilité. Et Marx se moquera de Smith. Plus tard, il dira, ce pauvre Smith, il croyait que c'était une peine. Pas du tout, le travail, c'est au contraire une valeur créatrice, quelque chose de très important. Mais donc, on a bien cette affaire de travail comme moyen. Et puis ensuite, il faut aussi voir toutes les, comment dirais-je, tous les fantasmes qui se mettent sur le travail. C'est-à-dire, au XIXe siècle, le travail comme la liberté créatrice de l'homme. Avec le travail, je vais changer entièrement le monde dans lequel je me trouve. Hein, c'est Hegel, c'est toute la grande philosophie allemande, justement. Je transforme le monde dans lequel je me trouve et je le fais à mon image. Et je me transforme moi-même. Et puis le travail, c'est aussi ce système de distribution des revenus, des droits et des protections. Et ces 3 significations radicalement différentes. Et je crois que quand on a un débat, on ne sait jamais très bien à laquelle on se réfère. Mais en tout cas, je suis d'accord pour dire que c'est un concept récent et c'est un concept extrêmement ambigu. Alors, merci pour cet éclairage historique. Avant de vous donner la parole, je voudrais quand même revenir sur l'idée philosophique posée au début de cette émission. Est-ce que l'homme est fait pour travailler? Est-ce que le travail, c'est une valeur humaine? Visiblement, pour Paul Ariès, pas du tout. Hein. L'homme n'est pas fait pour travailler. Et vous savez, on a eu des tas de travaux à une époque, dans ces très belles années 70, où on nous racontait, en effet, que les vraies sociétés d'abondance, c'était ces sociétés où on travaillait très peu de temps, il y avait la chassette, la cueillette, et surtout, on n'allait pas plus loin, c'était pas le capitalisme, c'est-à-dire on satisfaisait ses besoins, point final. On n'allait pas inventer des besoins pour vendre des produits et faire en fait de la production et de la consommation des actes extrêmement artificiels. Et dans cette mesure, oui, je le rejoins, bien sûr, l'homme n'est pas fait pour travailler. Mais vous voulez dire que vous aussi, comme Paul Ariès, vous pourriez vous passer d'Internet, de Google, de livres à profusion? Non, mais il y a nous comme individus, et je crois que ce qu'il faut dire en même temps, que peut-être Paul Ariès n'a pas assez souligné, je crois que c'est très important de le souligner. Moi, quand j'ai écrit mon bouquin « Le travail, une valeur en voie de disparition », j'ai eu la moitié des gens qui étaient absolument épouvantés par cette idée. Il faut dire que dans la société dans laquelle on se trouve, ne pas avoir de travail, c'est épouvantable. Être au chômage, c'est perdre énormément de choses, c'est ne pas avoir le revenu, ne pas avoir de liens sociaux, etc., etc. Donc aujourd'hui, oui, le travail est un fait social total et norme absolue. Donc d'où l'intérêt d'avoir du travail, j'imagine. Sophie de Menton, je vous ai vu piaffer d'impatience. Ça me rappelle une phrase très drôle qui est « Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes ». Et j'ai vraiment l'impression en même temps, vous dites des choses qui, mises bout à bout, sont plutôt mises non bout à bout, sont intelligentes, et l'ensemble donne une espèce de raisonnement surréaliste, idéologique, qui n'a rien à voir avec la vie. Alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire que le mot travail, à vous entendre, car me dire qu'il est apparu au XVIIIe, ça me fait légèrement sourire. Depuis que l'homme est sur Terre, il travaille. Alors d'ailleurs, il y a même des religions qui ont dit que l'homme était sur Terre et la malédiction était « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Donc il y a cette notion de gagner sa vie. Gagner sa vie est une très belle formule parce qu'il y a le gain en tant que gain financier et puis il y a gagner sa vie, c'est-à-dire la remplir. Donc je crois qu'il faut différencier totalement les choses. Il y a toujours eu des travaux pénibles, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y a cette phrase magnifique qui dit « choisis ton métier et tu ne travailleras jamais ». Mais à vous entendre,
vous êtes désespérant. Vous êtes désespérant parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien de plus ennuyeux pour les enfants que de travailler. Parce que ça, alors vraiment, l'ennui commence au berceau. À 5 ans, quand on leur dit va apprendre tes leçons, et à 7 ans qu'on fait faire les tables de multiplication, personnellement, je n'y reviendrai jamais. Donc je pense que c'est le travail le plus pénible que j'ai jamais connu. Ce qui veut dire, si on vous écoute, qu'il ne faut pas faire souffrir les malheureux qui travaillent, et donc il faut absolument arrêter d'envoyer les enfants à l'école. Enfin, si je pousse à l'extrême, c'est à peu près ça. Donc je crois que tout ce que vous avez dit est le terreau du désespoir. Naître un jour et avoir droit à un minimum garanti. Mais là, nous sommes dans un dialogue de pays gâtés et de riches. Il y a des gens qui vivent avec moins d'1 euro par jour. Dites-leur qu'il faut une décroissance. Vous allez leur interdire d'accéder à cette consommation, d'accord avec vous, effondrante par certains côtés et navrante de consommer toute la journée, et ce qu'on donne aux enfants et la façon dont les élèves aujourd'hui me scandalise. C'est tous les 2 jours une exigence nouvelle, d'accord. Mais même ce revenu minimum que nous souhaitons quand même garantir d'ailleurs à tous ces pays en voie de développement, il faudra bien des gens pour créer une certaine richesse qu'il faudra répartir. Or, on ne peut créer de richesse que si on a le goût d'entreprendre et que si on a, pardonnez-moi, l'appât du gain. Moi je reviens juste sur ce que vous venez de dire, hein, le goût d'entreprendre. Bon, la seule chose que j'ai pas compris dans votre raisonnement, Paul Ariès, c'est que vous-même, vous avez un point commun avec Sophie de Monton. Vous êtes tous deux chefs d'entreprise. Vous êtes patron d'un journal. Vous êtes voilà, certainement à la tête de petites entreprises, je ne sais plus lesquelles, mais en tout cas, vous-même, vous êtes créateur d'entreprises. Oui, on peut se rassurer parce que la presse n'est pas supposée gagner d'argent. Elle n'en gagne pas. Créer c'est à l'abri des pognon. emplois. Voilà. Je dirais la grande différence, c'est qu'effectivement, lorsque nous écrivons, nous n'avons pas le sentiment de travailler. Lorsqu'un employé de fast-food, lorsqu'un OS, lorsqu'un employé de télémarketing se rend effectivement au turbin, lui, il a le sentiment de travailler. Erreur. Et lui, il voit immédiatement la différence qui existe entre les deux. La grande philosophe Hannah Arendt disait qu'il n'y avait rien de pire qu'une société fondée sur le travail sans travail. C'est-à-dire toute la souffrance sociale vient spécifiquement de là aujourd'hui. Et puis on ne peut pas raisonner dans l'absolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut partir d'une réalité concrète. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. C'est-à-dire si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, de se déplacer en équivalent carbone, si on dépasse ces 3 milliards, on bousille la planète. Attendez, je termine. 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone pour 6 milliards d'humains, ça donne 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. C'est-à-dire un vol en avion, aller-retour Paris-New York, 5000 km par an en voiture. On se rend compte, effectivement, de la nécessité de changer radicalement nos modes de vie. Mais pas par la décroissance. Et c'est justement parce que il y aura autre chose et que j'ai l'espoir qu'on trouvera des énergies de substitution, que c'est vrai que le pétrole, il n'y en a pas, mais on trouvera, on a toujours trouvé, il n'y a aucun espèce de problème. Et c'est en rationnant et en mélangeant, si vous voulez, une idéologie politique à un problème, je dirais, écologique, qu'on arrive à ce type d'aberration. Il n'y a eu aucune période dans l'histoire où la décroissance a été une période heureuse. Je veux dire que l'homme a besoin de se dépasser, de croire, d'avoir un espoir de s'enrichir, tout simplement. Et en plus, je veux dire, vous partez du principe que tout le monde, et ce serait très sympathique, finalement, tout le monde est capable d'avoir une activité qui le rend heureux et qui l'épanouisse. Et malheureusement, alors je suis peut-être plus pessimiste que vous sur l'espèce humaine, il est parfois plus ennuyeux pour certains de ne pas travailler que de travailler. Je crois qu'arriver à trouver soi-même, il faut une culture, il faut des ressources intérieures, il faut avoir été éduqué à l'art, il faut être capable de dépasser, de penser, d'aimer. Eh bien, je ne suis pas sûre que tout le monde puisse, et je pense que le travail est un enrichissement, justement, de l'homme qui le fait dépasser cette inactivité. Alors, enrichissement ou labeur, hein, labeur pénible, on a compris, ou les deux, hein, on a compris vos 3 points de vue. Moi, je suis très curieuse maintenant de me tourner vers vous. Vous êtes philosophe, vous êtes commissaire d'une exposition qui se tient en ce moment jusqu'au mois d'avril à Dresde en Allemagne, une exposition sur le travail. Alors ça tombe bien, j'aimerais bien avoir votre point de vue de philosophe, parce que c'est vrai que quand on parle du travail, on entend souvent les chefs d'entreprise, un petit peu moins les politologues, les historiens et les sociologues, on entend beaucoup les syndicalistes, mais très rarement les philosophes. Alors votre idée à vous du travail ? Je trouve que ce débat va très très vite, mais on a un petit peu tendance à détourner des vrais problèmes et de passer du coq à l'âne. Depuis quelques années, on a cet écho-discours sur la mondialisation, la crise financière, et puis, sans oublier le changement climatique. Tout cela devient une sorte de massue morale qui s'abat sur tout ce qui bouge. Oui, d'avoir une optique historique
politique sur le travail est une chose importante. On voit plus de choses, on voit des choses différentes ainsi. Mais l'homme de la rue, qui va travailler, quelle que soit la nature de son travail, il s'en moque éperdument. Il ne s'intéresse pas à la façon dont le travail a été défini au XIVe siècle par je ne sais quel pasteur. Cette exposition que nous organisons à Dresde, au musée de l'hygiène, essaie de retrouver une perception de ce que représente le travail pour l'être humain. Et je suis d'accord avec vous, le travail c'est quelque chose dont émerge la personnalité. En quelques mots, vous pourriez nous dire d'ailleurs ce que l'on voit dans cette exposition ? Cette exposition est une expérience assez remarquable puisque nous n'avons pas voulu exposer des objets, par exemple le marteau de l'homme de Néandertal ou la brosse de Luther. Ce que nous avons voulu, c'est montrer ce qu'est le travail aujourd'hui. Et donc, dans 5 salles, en utilisant presque exclusivement le film, la vidéo, nous essayons de pénétrer au cœur du concept de travail. On voit 5 personnes, un jardinier, un chef d'entreprise qui sillonne le monde, un artiste. On les voit en train de travailler à travers 5 perspectives différentes. Et le spectateur peut s'immerger là-dedans. Il est de plus en plus aspiré dans ce cosmos.